Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo un petit peu spéciale, juste pour rapidement faire l'introduction de cette vidéo. Si vous découvrez la chaîne, je pense que vous n'êtes pas forcément au courant de ma ligne éditoriale qui est globalement assez bordélique mais qui me représente assez bien, où j'essaye d'évoquer le maximum de sujets qui me touchent, des sujets plus futiles comme la mode, la beauté co, mais aussi des sujets beaucoup plus de fond et beaucoup plus personnels. Et ça va faire 4 ans dans quelques jours d'ailleurs que je suis sur cette chaîne YouTube et que vous êtes de plus en plus nombreux au quotidien à me suivre, merci beaucoup pour ça. Si vous n'êtes pas encore abonné, je vous invite à le faire en cliquant, c'est gratuit. J'essaye aussi d'aborder des sujets beaucoup plus spécifiques, parfois même très tabous. J'ai fait notamment plusieurs vidéos sur l'alcool en école de commerce, la cigarette, la contraception, bref, ce genre de sujet quoi. Et en fait, je me rends compte que c'est aussi ce genre de thématique qui m'épanouit vachement. Enfin, le fait de partager sur ce genre de sujet, finalement, dont on parle pas forcément parce qu'on a peur pour X ou Y raison, mais qui finalement concerne le commun des mortels. Donc j'ai envie qu'on se donne une espèce de rendez-vous, tu vois, genre tous les mois, chaque premier du mois, il y aura un épisode sur une thématique spécifique dans la playlist Tabou mais utile, du coup que je viens continuer aujourd'hui, avec une vidéo sur un sujet qui va porter à débat. Et l'idée, ça va être juste que moi, je vous partage mon expérience et que je vous partage mon état d'esprit ou mes réflexions sur le sujet et que vous puissiez en commentaire potentiellement discuter, échanger, même challenger certaines idées. Enfin, vous avez compris un petit peu l'idée, je pense. Les gars, je vous invite dès maintenant à mettre en commentaire les petits sujets que vous avez envie que j'aborde. Pas de limite, pas de filtre, peu importe le sujet. Aujourd'hui, vous l'avez vu dans le titre, je pense, je sais pas trop quel titre je vais donner à cette vidéo qui est pour moi hyper compliquée à tourner et ça fait depuis le début de ma chaîne que je pense à faire cette vidéo et depuis le début de ma chaîne que je me mets des freins en me disant que non, c'est pas le moment. Donc cette vidéo va porter sur le deuil de manière globale et moi je vais venir surtout vous partager mon expérience la plus personnelle qui soit sur mon expérience avec le deuil et sur une expérience particulièrement frappante. Je vais essayer, je vais faire mon possible en tout cas pour pas trop m'émouvoir dans cette vidéo. Je me suis promis en début de vidéo de pas faire la drama queen ou quoi que ce soit. Mais étant donné que je suis enceinte, je pense que les hormones peuvent potentiellement ne pas m'aider là-dessus. Mais on verra. Donc aujourd'hui on va se parler du deuil, enfin de la perte d'un proche, de cette situation au global et je vais essayer de vous parler de différents sujets relatifs à cette problématique d'ensemble. Juste pour vous faire un petit rappel de la situation et pourquoi j'ai quelque chose à dire sur ce sujet spécifiquement. Je pense que c'est tragique, mais la mort fait partie de la vie. On a déjà, je pense, peu importe l'âge qu'on a, mais au plus on va grandir, au plus on va être confronté à ce sujet. On a déjà perdu des proches, plus ou moins proches, en tout cas on a déjà perdu des gens, ou en tout cas on a déjà entendu parler de la perte de telle ou telle personne, de notre entourage ou de connaissances, etc. Malheureusement, c'est quelque chose auquel on ne peut pas échapper. Et moi, pourquoi j'en parle spécifiquement? Parce que ce sujet m'a touchée assez tôt et de très très près. Pour celles et ceux qui ne sont pas forcément au courant, parce que c'est pas un sujet que j'aime aborder ou que j'aborde tout court, j'ai dû en parler peut-être dans une ou deux vidéos grand maximum. J'ai perdu mon papa à l'âge de 15 ans, donc aujourd'hui je vous parle, ça va faire bientôt 10 ans, enfin ça fera 10 ans l'année prochaine, donc j'ai 24 ans. J'ai perdu mon papa quand j'avais 15 ans et demi. Sans rentrer dans le détail de cette situation, mon père n'était pas malade. C'était un décès absolument brutal et violent et qu'on n'a absolument pas vu venir et qui a été très violent. En gros, bon, juste sur la relation avec mon papa, c'est aussi très personnel, mais j'étais très très proche de mon papa, à qui je me... j'ai l'impression de beaucoup ressembler à mon père sur plein de sujets. On avait un caractère assez similaire sur plein de trucs. Bref, il m'aidait sur plein de choses. Enfin, on était très fusionnels. J'ai jamais eu de problème avec mon père. On était très proches. J'aimais aller faire du shopping avec mon père. J'aimais prendre des cafés en terrasse avec mon père et refaire le monde et discuter. J'aimais qu'il me corrige mes copies. Bref, ce genre de trucs. Et ça a toujours été très précieux. Enfin, j'ai toujours admiré. En gros, j'ai toujours beaucoup admiré mon père. Et donc un jour, c'était le vendredi 14 octobre 2011. Il avait un rendez-vous il avait un rendez-vous, peu importe, en début d'après-midi. En fait, on avait l'habitude de toujours échanger avec mon père par SMS. On se parlait très très souvent et c'est pour ça aussi que j'ai un téléphone qui date de ce moment-là, que je ne jetterai jamais. Parce que du coup j'ai tous ces échanges avec lui et ça a toujours été quelqu'un de très démonstratif. Mon papa était tout le temps là en train de me faire des câlins, en train de me toucher les cheveux, de me faire des papouilles tout le temps et de me dire qu'il m'aimait, que bref, très 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 démonstratif.
Et par texto, il me disait aussi toujours plein de trucs, et c'est hyper étonnant, mais une semaine avant, il me disait je veillerai toujours sur toi, peu importe où je suis. Enfin, bon, des trucs qu'après, quand tu les relis, tu te dis putain, mais bref. J'ai chaud et en même temps, je suis un peu ouh. Donc le vendredi 14 octobre 2011, il avait un rendez-vous dans l'après-midi, il m'écrivait, on était, enfin bref, il m'écrivait, il était censé, enfin en général il m'écrit à la fin de, enfin il m'écrivait souvent pour me débriefer un peu de ses journées, parce que je vous dis, on avait vraiment ce lien un peu spécifique, presque de confident, enfin genre de, je sais pas, bref, peu importe. Moi je rentre des cours, il était genre 17h, bon il me donne pas de nouvelles, je trouve ça assez étrange, je rentre chez moi, je fais ma vie, on l'attend, enfin on dînait toujours tous les quatre, j'ai un grand frère et ma maman, il arrive pas, il répond pas au téléphone et tout. Et je me rappelle que j'étais en train de parler à mon ex-copain, je disais c'est trop bizarre, mon père me donne pas de nouvelles, et je sentais au plus profond de moi qu'il y avait un truc, ça lui ressemblait pas du tout, c'était absolument inhabituel, bref. Je commençais à m'inquiéter, je disais mais c'est bizarre et tout, ma mère me dit mais non, enfin il n'y a pas de... Bon pourquoi s'inquiéter, enfin 19h, 20h, je sais plus à quelle heure, j'ai aucune notion spatio-temporelle à ce moment-là, on sonne à l'interphone, c'est la police, et je sais pas si je comprends tout de suite que c'est aussi dramatique que ça, mais bon, tout de suite, mon cœur se met à battre. Je me rappelle de l'émotion que j'ai ressentie à ce moment-là. Je ne verserai pas de larmes, je vais les retenir dans mes yeux. Je me rappelle de l'émotion que j'ai ressentie à ce moment-là. Et merde, j'ai loupé. Une adrénaline monstrueuse. Vraiment un sentiment qui est... je pense que j'ai plus jamais ressenti après. Enfin si, je l'ai ressenti peut-être une fois après. Un truc hyper spécifique, un mélange de plein de sentiments où t'as l'impression que ton cœur va s'arrêter de battre tellement t'as peur. En fait, j'étais mais effrayée. Et là, les policiers arrivent dans l'appartement, et honnêtement, j'ai même pas le souvenir exact de comment ça s'est passé, mais en gros, il y avait des pompiers avec eux, je crois aussi. Donc ils nous demandent à mon frère, ma mère et moi de nous asseoir sur le canapé pour nous annoncer que... Ouh. Pour nous annoncer que mon papa est décédé dans l'après-midi. Voilà. Donc là va suivre, je pense, l'une des nuits les plus horribles, les plus longues et les plus douloureuses de toute ma vie. Je suis entre hurlements, crises d'angoisse, tout ce que vous voulez. Donc je me rappelle plus exactement ce qui s'est passé, j'étais dans un état, en fait je me rappelle juste d'avoir été dans un état second, comme bloquée, où c'était un truc, j'étais figée et je pouvais rien faire, j'étais figée, en plus tu réalises pas, enfin, c'est hyper abstrait, Je me rappelle juste que ma famille est arrivée très vite, je crois, et qu'on était hyper entourés. Je me rappelle de m'être endormie très tard, que je sais plus, plein de gens dormaient avec moi. Enfin, j'étais pas toute seule. Je me rappelle de m'être réveillée le lendemain matin, je sais pas à quelle heure, et qu'il y avait une espèce d'atmosphère hyper chelou. Et quand je me suis réveillée, mais sans aucune douleur, enfin, je me sentais hyper normale, en me disant mais non, c'est pas possible, c'était juste un rêve, je pense que ça n'est pas arrivé, tu vois. Et je vois ma mère dans la cuisine en train de ranger des chaussettes, je me rappelle. Elle faisait le linge, et on se parle pas vraiment. Et là, je me dis, en fait, c'est arrivé quoi. En fait, c'est pas une blague. Et donc là, la journée se passe et on est... bref. On doit faire des choses, il y a des démarches, on va au commissariat, ensuite on doit aller le voir. Et plein de choses. Et c'est effrayant. Franchement, c'est effrayant. C'est douloureux. C'est irréel, c'est hors du temps, c'est un mélange de plein de choses. J'avais l'impression d'être juste spectatrice de ce qui se passait, de ce qui arrivait, que c'était pas moi, que j'étais vraiment extérieure à tout ça et que c'était une jeune fille à qui ça arrivait. Voilà, mais que c'était pas moi. Et je pense que j'ai réalisé peut-être en le voyant. Je pense que ça a été le moment le plus difficile de toute ma vie. Ça a été le moment où j'ai dû le voir, je pense. Parce que c'est ce moment-là où tu te rends compte que tu n'auras plus jamais de discussion avec lui, que tu pourras plus jamais lui faire de câlins, que tu pourras plus jamais l'entendre même te crier dessus, bref, que tu n'auras plus jamais de contact humain avec lui, quoi. C'est à ce moment-là que tu réalises, et donc c'est à ce moment-là que tu prends un coup. Bref, après tout s'enchaîne, je vais pas rentrer dans le détail, vous savez, je pense, ce qui se passe après ça. Maintenant, on se ressaisit. Donc c'était pendant mon année de terminale, donc je venais de commencer mon année de terminale, en plus j'étais dans un lycée, enfin j'avais changé de lycée, il faut savoir que j'ai passé toute ma vie dans le même établissement scolaire, de la primaire à la seconde, et donc j'avais changé il y a 1 an d'établissement, ça se passait super mal, j'étais hyper esseulée, enfin bref, j'aimais pas du tout.
il m'est arrivé ça, c'était pendant les vacances scolaires. Donc nous on reste en vie, donc la vie doit suivre son cours. Et je me rappelle d'être retournée à l'école et d'avoir eu besoin d'être seule. Les profs n'étaient même pas au courant. La plupart, je me rappelle que ça a été l'année scolaire la plus catastrophique de ma vie. J'ai été insolente, j'ai été horrible, mais pas parce que j'avais un besoin de rébellion ridicule, enfin ridicule ou pas, hein, parce que chacun réagit à sa manière, mais juste parce que les gens en face ne respectaient pas ce qui m'arrivait. C'est-à-dire que je me rappelle que le premier cours que j'ai eu en revenant, c'était un cours de sport où la prof était venue me voir en me disant par contre, va falloir que tu justifies ton absence il y a 3 semaines. C'était genre la semaine d'avant les vacances. J'étais là genre... En fait, j'avais aucune patience. J'étais pas prête déjà devant 30 élèves à qui j'avais absolument pas envie d'en parler. Et je me dis, mais c'est pas mon taf. Je veux dire, il y a une espèce de cadre pédagogique. Les gens sont censés être au courant en fait. C'est pas moi d'en reparler, c'est pas à moi de le dire. Donc je me rappelle m'être levée, avoir dit à la prof au revoir, être sortie. Et j'avais une très très bonne amie à ce moment-là à l'école qui s'appelait Sherazade, que je remercierai jamais assez parce qu'elle a été d'une aide précieuse pendant toute cette année-là. Qui m'a beaucoup aidée et qui a été mon bras droit par rapport à tout ça avec l'école et tout. Je me rappelle quelques semaines plus tard, c'était pareil avec la prof d'allemand. Enfin bref, les profs n'étaient pas au courant, les profs du coup me lançaient des pics sans forcément savoir, sans forcément comprendre. J'avais aucune patience donc je réagissais excessivement mal. Ça a été très difficile, ça a été une année assez horrible. Je pense qu'un mois après que mon père soit décédé, je suis rentrée dans une espèce de spirale hyper obscure où j'avais envie d'être toute seule. Je me suis, je pense, jamais autant renfermée sur moi-même. J'étais en couple à l'époque et en couple avec une personne que j'aimais de tout mon cœur mais qui était relativement jaloux, bon, sur plein de sujets, je vous en ai déjà parlé aussi. Et du coup, de base, déjà, c'était pas la folie là-dessus. Et donc, ça a été une espèce de raison de plus de me recentrer sur moi et moi seule. Donc, j'étais très seule. Je suis rentrée dans une espèce de spirale avec une spirale hyper négative par rapport à l'alimentation. J'ai perdu, je pense, 15 kilos en 2 mois. Je me nourrissais plus. Bref, voilà, je faisais ça. Mais donc j'étais dans cette spirale, c'était ma manière à moi de me recentrer. Enfin, c'était ma manière à moi de vivre le truc. Sachant qu'en parallèle, c'était pas si simple parce qu'il se passait aussi des drames familiaux. Enfin, en fait, à chaque fois que vous perdez quelqu'un, en tout cas quelqu'un de si proche, il y a tout un processus et tout un enchaînement de situations qui arrivent. Et ça aussi, ça fait partie du truc. C'est qu'en fait, tu perds quelqu'un et tu perds tout ce que cette personne apportait à ton équilibre de vie, à une situation précise, etc. Donc ça aussi, c'est extrêmement difficile à gérer parce qu'en plus de perdre cette personne, donc de ne plus pouvoir avoir sa présence humaine, ne plus pouvoir lui parler, etc., tu perds tout. En fait, ta vie évolue et ta vie change complètement. Surtout quand t'as 15 ans que c'est ton père, quoi. D'autant plus. Mais ta vie change complètement, tu dois réapprendre plein de trucs, tu dois réadapter des situations, enfin il y a plein de choses qui changent et moi dans mon cas ça a été extrêmement brutal. On s'est très vite retrouvés à 2 avec ma mère, enfin ça a été très violent. Et en gros moi comment je me suis aidée toute seule, c'est que je me suis recentrée sur la seule chose que je savais faire, à savoir faire travailler mon cerveau et je me suis focalisée sur les cours. Sur les études à fond. Je sais que c'est quelque chose enfin mon père c'était hyper important pour lui et c'est vraiment un truc qu'on partageait, on avait plein d'ambitions par rapport à ça, enfin les longues études, les machins, les thèses, bon bref c'est un truc qui nous a toujours chauffé, lui-même était docteur, il avait fait sa thèse et tout et moi j'avais grave envie de suivre son chemin, enfin bref, donc c'était grave un truc pour moi où je me disais ok il faut que je me concentre là-dessus et puis c'était une manière un peu comme n'importe quel autre vice, j'ai envie de te dire, n'importe quel truc hyper excessif où tu dis je me concentre là-dessus, uniquement là-dessus, c'est jamais bon, c'est toujours nocif. Mais bon, ça l'est un petit peu moins que me dire je me concentre sur l'alcool, la cigarette, la drogue ou quoi que ce soit. Bref, j'avais globalement du mal à comprendre la situation et les choses s'enchaînaient et en fait, comme je vous dis, t'es dans une espèce de spirale où finalement t'oublies presque le cœur du problème, t'oublies presque que t'en es là, t'en arrives là aujourd'hui et tout ce qui se passe parce que cette personne n'est plus là. Donc la situation elle évoluait tellement vite, il y a tellement tout qui chamboulait et la vie qui continuait en parallèle, c'était hyper troublant pour moi. C'était très troublant. Et j'ai même fini par inhiber complètement cette partie de ma vie que je voulais pas confronter. J'avais plus envie de la confronter. De toute façon, j'avais l'impression que c'était fait et qu'il fallait pas qu'on en parle et que de toute façon ça changerait rien et je me rendais pas compte de l'impact, etc. Donc j'en parlais absolument à personne. Mais quand je vous dis à personne, j'ai dû en parler, ça doit se compter sur les doigts d'une main, des 2 mains, les fois où en 10 ans j'en ai parlé à quelqu'un d'extérieur. Vraiment, je n'en parlais pas du tout. J'évitais même le sujet pour vous raconter des petites anecdotes. Il y a des gens même que je connaissais, que
que je côtoyais depuis plusieurs mois, depuis plusieurs années même, qui n'étaient même pas au courant. C'est un sujet que j'évitais à fond. Je voulais pas en parler, comme si le fait de ne pas en parler allait rendre le truc, ça le rendait pas réel. Si j'en parlais pas, alors ça n'existait pas. Parfois même, j'avais l'impression que c'était une manière de me convaincre qu'il n'était pas décédé, qu'il était parti quelque part, que c'était juste plus simple à encaisser. Et pour vous dire, à l'IUT, je me rappelle, j'avais 2 super bonnes copines, j'ai dû leur apprendre, on est resté 2 ans à l'IUT, j'ai dû leur apprendre à la fin de la 2e année que moi, mon papa était décédé 2 ans avant. À San Diego, je me suis fait une bande de super copines avec qui j'ai vécu 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, avec qui on a partagé plein de trucs. Je leur ai dit, enfin elles l'ont appris, je leur ai même pas dit, elles l'ont appris, je pense, vers la fin aussi, et pourtant, voilà, je leur partageais tout. Et c'est vraiment un sujet que je ne voulais pas aborder. Voilà, vraiment, je ne voulais pas. Donc finalement, là maintenant, avec le recul, je considère que j'acceptais cette situation, mais que j'avais clairement une espèce de visière absolument opaque, où j'acceptais sans accepter parce que je me concentrais sur tout sauf ça, et sur particulièrement mes études, mes projets, mon taf, tout ce qui pouvait me... Tu vois, j'avais des œillères, quoi, tout ce qui pouvait m'amener quelque part sans forcément que je voie les trucs autour, je me concentrais là-dessus. J'avançais comme une folle de boulot qui se concentre dessus pour oublier tout le reste finalement. C'est ce que je vous disais, c'est jamais bon. C'est comme si tu te concentres sur l'alcool pour oublier tout le reste. C'est jamais bon parce qu'il y a des choses qu'il faut accepter. Il y a des choses, enfin tout, il faut être capable de tout accepter. Il n'y a pas de situation qu'il faut mettre de côté en oubliant parce que de toute façon ça finit par te retomber dessus. Bref, les années passent, la vie continue, la vie évolue, c'est ce que je vous disais. Le plus difficile, je pense, là-dedans, c'est déjà le drame en lui-même qui est hyper choquant, déstabilisant, voilà. Et c'est tout le reste, c'est tout ce que ça entraîne. Parce que je pense, et j'ai pas envie... Alors là, attention, c'est pas une vidéo psychologie, je suis pas docteur en psychologie, j'ai pas forcément envie de vous parler de processus, de deuil, de la phase 1, la phase 2, la phase 3, on s'en fout, chacun réagit différemment, je pense qu'il n'y a pas forcément de règles là-dessus. Accepter, colère, machin, chacun est hyper différent, chaque situation est hyper différente, chaque drame est différent, donc je pense qu'il n'y a pas de bonne manière de réagir, en tout cas ça c'est absolument évident. Par contre, je pense qu'en tout cas, il y a des mauvaises manières de réagir et le fait de ne pas l'accepter, en tout cas de se voiler la face et de se mentir à soi-même, c'est hyper dangereux dans le sens où un jour, tout finit toujours par se savoir et tout finit toujours par te retomber dessus, peu importe le sujet dans la vie, ça particulièrement. Et c'est carrément un truc, tu vois, une espèce de drame de l'enfance où genre tu as 40 ans et tu vas tout faire, tu vas tout envoyer bouler parce que tu vas te rendre compte qu'en fait ça c'est pas passé, que tu l'as pas digéré, que tu l'as pas processé, que voilà. Et ben moi j'allais un peu sur cette voie-là, tu vois. Comment je le vivais, donc je vous dis en public, j'en parlais absolument à personne, hein, mais vraiment à personne. Enfin, je vous dis, j'ai dû en parler à mon ex de l'époque quelques fois, mes 2 meilleures amies, à ma mère, on a dû en parler 1 ou 2 fois, mais on n'en parlait pas, genre j'ai mal au cœur ou machin, on en parlait furtivement. Les fois où moi je m'en parlais à moi-même de temps en temps, et encore pas tellement. Juste parfois j'avais des crises toute seule, sans en parler à personne, des crises de larmes, je me mettais à pleurer en voyant une situation, je me mettais à pleurer en regardant quelque chose, en écoutant quelque chose, en lisant quelque chose, en entendant des mots, en entendant des sons. C'était très difficile, c'était incontrôlable par contre, mais c'était quand j'étais seule. Et j'avais besoin de ça, c'était vraiment nécessaire. Et ça me ramenait à... Ça me remettait un petit pied dans la réalité pour pas non plus complètement m'inhiber le truc. La majorité du temps, j'oubliais quand même que c'était réel. Après, il y a beaucoup de choses, beaucoup de choses, et je pense que c'est pour ça aussi, alors je sais pas si vous avez particulièrement suivi mon histoire d'amour actuelle avec Romane, mais elle est incroyable sur plein de sujets différents. Je pense qu'il m'a même complètement sauvée de cette situation sans le vouloir, clairement. Ma vie a complètement changé avec son arrivée, et son arrivée m'a permis de me recentrer sur moi-même et sur ce qui se passait vraiment au plus profond de moi-même. On avait beaucoup de choses à rattraper, on avait beaucoup de choses à se dire, et c'est la première personne à qui j'en ai vraiment parlé. Je me rappelle d'un dimanche, on s'est réveillés, il devait être 9h, 10h, on a pris un petit déj et on est resté au lit à se regarder et à discuter peut-être jusqu'à 20h, enfin jusqu'à l'heure du dîner, et à discuter et à parler de ça. Et à moi qui lui expliquais comment ça s'était passé, ce que j'avais vécu. Et au plus je parlais, au plus j'avais de choses qui me venaient. En fait, c'était comme un moment de confession où je me rendais compte de ce qui s'était passé. J'en ai pleuré, j'en souriais aussi parce que je me rendais compte aussi de ce que ça m'avait apporté de positif, parce que ça aussi je vais vous en parler. Je pleurais parce que je me rendais compte de la douleur que j'avais mis de côté sous une espèce de lit et pour oublier, pour avancer, pour que ce soit plus simple, moins lourd à porter. Et j'en ai tiré des conclusions, j'en ai tiré des leçons, j'ai compris des choses. Il y a des choses où je me suis rendu compte que j'avais besoin de temps sur ça,
d'autres où je me suis dit ça, je l'ai accepté, ça... Bref, plein de choses, ça m'a juste permis de me rendre compte que cette situation était réelle, qu'elle existait, qu'elle faisait partie de moi, qu'elle faisait partie de mon histoire et que j'avais pas à le cacher, qu'au contraire c'était en train de me détruire plus que de me servir. Ce que je vous disais, c'est que le fait d'en parler à ce moment-là avec lui, des années après, hein, m'a permis de me rendre compte que c'était réel, que ça m'avait forgé, que ça m'avait apporté des émotions extrêmement négatives à un moment de ma vie, que j'avais réussi de manière peut-être pas forcément hyper saine à mettre ces émotions négatives de côté pour me concentrer et avancer et pas me bloquer, pour essayer de faire quelque chose, pour essayer de me donner des semblants de trucs un peu positifs. Et que finalement, quand je faisais le bilan, ça m'avait aussi apporté des choses profondément positives. Un peu à l'image du passage de mon père dans ma vie. Et que donc ça m'avait apporté beaucoup de ténèbres et en même temps beaucoup de lumière. Et que ça me caractérisait totalement. Et que bref, quoi qu'il en soit, ça m'avait forgé. Donc ça m'a permis de commencer à réfléchir comme ça. En tout cas prendre le temps d'y réfléchir même seule. Ou même maintenant de comprendre qu'il fallait que j'en parle quand j'avais besoin d'en parler. Que je pouvais y réfléchir, qu'il y avait des choses à dire là-dessus, que j'avais le droit de ressentir des émotions et surtout que ça m'avait permis de me rendre compte que je m'étais un peu cachée dans cette partie de ma vie où mon deuil, je l'avais vécu à travers, moi, ma façon de combattre ce truc, c'était de vivre à travers la réalisation d'objectifs. Et que parfois j'avais oublié certaines choses et du coup je me suis complètement recentrée là-dessus, à savoir savourer chaque instant parce que quand ça t'arrive aussitôt en fait t'en tires des leçons. Quand je vous dis des choses positives, ça fait partie de ces choses, le fait de se dire que la vie est hyper précieuse, que chaque seconde compte, qu'on n'est pas éternel sur cette terre, que ça sert à rien de remettre les choses au lendemain, que la seule chose qui compte c'est de vivre vraiment. Ça m'a permis de relativiser sur des tonnes de choses, c'est aussi pour ça qu'il y a eu autant de chamboulements depuis que Roman est arrivé dans ma vie. En 2 ans, on a voyagé, j'ai quitté mon taf, j'ai monté ma structure, j'ai fait des choix hyper drastiques, on va avoir un bébé, enfin, ça m'a amené à juste me rapprocher plus de moi-même, je pense. Bref, à profiter et vraiment à dévorer la vie. Tout en ruminant quand même, en réfléchissant à cette partie manquante de moi et en finissant par l'accepter en me rendant compte que oui, c'est comme si j'avançais en boitant, mais parce que j'avais l'impression de courir. En gros, dans l'image, j'avais l'impression de vouloir exprimer au monde que j'étais la meuf la plus rapide du monde, que j'avais une endurance monstrueuse, que j'étais capable de courir, alors que dans la réalité, je marchais en boitant, mais j'avançais quand même. Et je pense que t'as beaucoup plus de puissance sur la durée quand tu te rends compte de tes capacités, en ne pas te voilant la face, en te disant ok, j'ai un handicap, je marche en boitant, mais je marche, plutôt que de te dire je cours, et au bout du chemin tu vas t'essouffler, tu pourras plus rien faire. Donc je me suis rendu compte de ça. Et puis voilà, ça a été mon chemin de deuil, et je me suis aussi rendu compte que ce serait quelque chose qui évoluerait toute ma vie en fonction des situations et que c'était quelque chose qu'il fallait accepter, qu'en fonction des situations j'allais avoir des ressentis différents, qu'il y avait des lumières différentes qui allaient apparaître et des zones d'ombre différentes aussi qui allaient apparaître, mais que c'était quelque chose que je devais processer, accepter et réfléchir et bref, que ça faisait partie de moi en fait. Et puis là, il y a quelque chose qui est encore plus tout chamboulé, c'est que Roman m'a sauvée de cette situation et m'a permis de me rendre compte de plein de choses. Et la seule chose que je lui disais, enfin je lui expliquais exactement ce que j'avais ressenti, etc. Et je lui disais que la seule chose que je ne souhaitais à personne, même pas à mon pire ennemi, c'est que ça lui arrive. Et il se trouve que c'est arrivé à Roman en fin d'année dernière. Et là, ça a marqué comme la fin d'un processus pour moi, le début d'un tout nouveau chemin. Ça a donné un nouveau sens à mon propre deuil. Et ça a été un nouveau chemin où mon deuil, où mon papa me permet d'accompagner la personne qu'aujourd'hui qui a la plus grande importance dans ma vie. Et c'est bizarre, mais je suis venue presque tirer profit des douleurs que j'avais moi-même ressenties pour l'aider à surmonter les siennes, pour l'aider à relever la tête de l'eau, enfin à sortir la tête de l'eau. C'est dans cette douleur et dans ce drame perso que j'ai puisé toute la force possible pour essayer de lui donner de la lumière et de lui donner de la force à lui-même. J'ai ressenti quelque chose d'hyper étrange, mais j'ai senti que plus que jamais cette épreuve m'avait été bénéfique et plus que jamais mon père était présent. Présent pour me guider, présent pour me porter, pour me projeter, pour m'accompagner et faire de moi celle que j'étais, celle que je suis et celle que je devais être. Aujourd'hui j'ai 24 ans, j'attends mon premier bébé, j'ai réalisé des rêves, clairement, je suis allée au bout de mes projets, j'ai fait les études que j'avais envie de faire, j'ai voyagé, j'ai vécu, j'ai créé ma structure, j'attends mon premier enfant, je me suis amusée, j'ai fait des erreurs, j'ai appris. Et j'ai enlevé mes œillères et j'ai enfin compris et j'ai enfin pris le temps de considérer ma vie avec tout le bien et le mal
qui a pu se passer pendant ces 24 années d'existence, qui en soi sont pas énormes, mais je vous jure, je pourrais écrire un livre avec 6 tomes à peu près dedans. Bref. Et j'ai vraiment compris que maintenant, il fallait que je considère mes envies, mes besoins pour le rendre fier. J'ai donné un sens, en fait, à ce drame et à ce qui se passait, parce que de toute façon, je pouvais rien y changer. Et que de toute façon, quand on perd quelqu'un, on n'y est pour rien et on peut rien y faire. Et c'est hyper douloureux, ça le sera jusqu'à votre propre dernier souffle. Mais il faut juste, enfin moi c'est ma manière de voir les choses, considérer qu'on a la chance d'être nous encore là, nous encore en vie pour faire les choses que cette personne potentiellement n'a pas pu faire, ou continuer des choses, ou juste te rendre compte de ce qui est vraiment important. Alors évidemment j'en ai pleuré, hein. J'en ai pleuré, j'en pleure encore aujourd'hui, je pense que vous l'avez vu, c'est vraiment un truc qui ne passera jamais, mais c'est un truc qu'il faut accepter comme plein d'autres choses dans la vie. Par exemple, en ce moment, ma grossesse, elle me permet d'être hyper positive sur plein de choses. Et en même temps, j'en ai pleuré aussi de me dire que mon bubule ne connaîtra jamais mon père, ni celui de Romane, que ma bubule n'aura pas de grand-père. Et en même temps, c'est extrêmement étrange, mais je me dis que je me sens hyper en sécurité grâce à ça. Parce que j'ai l'impression que mon enfant est protégé par une espèce d'aura incroyable et d'une lumière incroyable qui dépasse l'entendement. Je suis pas croyante, mais sur ce truc, je sais pas, bref. Alors oui, c'est douloureux de se dire que tu l'entendras jamais te féliciter, que tu l'entendras pas te conseiller, te prendre dans ses bras pour te rassurer, plein d'autres choses, mais j'ai quand même l'impression qu'il est toujours là et qu'il guide quand même chacun de mes choix, indirectement, et que finalement c'est ma force. Et donc là où la majorité des personnes de mon âge se concentrent sur des trucs genre ton choix de carrière, ton choix bref, plein de sujets, ou se focalisent sur des éléments qui les angoissent, que vous allez considérer comme hyper important et que moi je vais considérer comme étant hyper futile, bah moi je décide de me concentrer sur ce qui pour moi représente l'essentiel et pour donner du sens à ma vie qui est précieuse et voilà, et c'est les leçons que j'en tire et je pense que c'est ce qu'il faut qu'on garde en tête dans la mesure où on vit des deuils et on les subit surtout, c'est qu'on ne peut rien y faire, on ne peut rien y changer. Peu importe les litres de larmes qu'on va déverser, peu importe la douleur qu'on va s'infliger ou qu'on va subir, peu importe les drames, peu importe les portes qu'on va se manger dans la gueule, etc., etc., on ne choisit pas et on ne peut rien y faire. L'un des seuls trucs aujourd'hui sur lesquels on n'a aucun rôle à jouer et aucun pouvoir, c'est la santé et c'est la vie et la mort. Donc il faut l'accepter. C'est hyper difficile, c'est horrible, mais il faut l'accepter. Et chacun accepte le truc à sa façon, peu importe, parce que ça dépend de plein de choses, encore une fois, de la relation que tu as avec cette personne, etc., mais chacun a un processus différent, un processus hyper personnel et je pense que chacun devrait prendre le temps de considérer ce processus qui est hyper long. Mais je pense qu'il y a aussi quand même des leçons, c'est hyper difficile, c'est hyper compliqué à expliquer, mais il y a aussi des leçons à tirer de ça qui sont des leçons urgentes de vie. C'est-à-dire qu'il faut qu'on comprenne que chaque seconde est réellement précieuse. Je filme depuis 34 minutes. Ces 34 minutes sont des minutes que je ne rattraperai pas. Si je pars demain, j'aurai passé 34 minutes à faire ça et je vais être contente d'avoir passé 34 minutes à faire ça. Je vais être contente de chaque chose que je fais, je veux que ce soit des choix réfléchis, des choix pour moi. Je veux pas passer mon temps à faire des choses que je subis, je veux profiter de ma vie pour lui qui n'est plus là, pour toutes ces personnes qui sont plus là et parce que demain moi-même peut-être que je serai plus là, enfin voilà. Je pense que vous comprenez un peu l'idée, mais voilà, moi comment j'ai vécu ce deuil. Pour moi, ce mot veut tout et rien dire à la fois. Comment j'ai vécu cette histoire, cette expérience, parce qu'aujourd'hui, elle fait partie de moi et quand je me définis, quand j'essaye de comprendre qui je suis obligée de parler de ça. Donc voilà, je pense que ça fait partie de nous, c'est des épreuves qui font partie de nous, qui nous nourrissent en positif, en négatif. Dans toutes les situations, il y a du noir, du blanc, il n'y a rien tout est nuancé. Et je pense qu'il faut qu'on puise la force de le comprendre. Voilà, donc j'espère qu'à travers ce témoignage et cette vidéo, vous pourrez vous rendre compte que vous n'êtes pas seul, on le vit tous. À des degrés plus ou moins difficiles, à des époques plus ou moins différentes, avec des situations clairement et forcément très différentes, mais on passe tous par là, malheureusement, c'est tragique. On peut tous s'en sortir parce que tant qu'on est en vie, nous, eh ben, il faut s'en sortir. Et il y a toujours de la lumière. Comme je vous l'ai dit, il y a toujours l'obscurité, c'est certain, et c'est nécessaire même pour vous forger, pour faire de vous qui vous êtes. Mais il y a toujours de la lumière parce que sans ça, il n'y aurait pas de vie. Donc je pense qu'il ne faut pas l'oublier. J'espère que cette vidéo pourra, je sais pas, j'espère que cette vidéo pourra
du coup aider. C'est l'idée de cette playlist tabou mais utile parce que c'est un sujet qui nous concerne tous. Donc si vous êtes en train de vivre cette situation, j'espère de tout cœur que vous pourrez voir un petit peu lumière, que ça pourra peut-être vous changer l'idée pendant 30 secondes et j'aurai réussi mon taf. Si vous connaissez des gens qui vivent cette situation, n'hésitez pas à leur partager la vidéo. Si vous avez envie de partager votre expérience en commentaire ici ou en MP sur Instagram, parce que je peux comprendre que ce soit très personnel, n'hésitez pas à le faire. Vraiment. Si cette vidéo vous a intéressé ou que cette thématique, en tout cas je sais pas trop comment l'exprimer, mais si ce mood de tabou mais utile et d'aborder des sujets un peu différents vous plaît, n'hésitez pas à mettre un like et je vous dis à me dire dans les commentaires si vous avez des idées de sujets que vous aimeriez que j'aborde et auquel cas abonnez-vous à la chaîne si ça n'est pas déjà fait pour ne pas rater tout ce qui arrive. Moi je vous embrasse, je vous souhaite d'être heureux, je vous souhaite de prendre soin de vous, de vos proches, de profiter de la vie, vraiment, vraiment, vraiment. Je vous fais plein de gros bisous et je vous retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao!